Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours du MOOC consacré au bien-être des animaux d'élevage. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la sensibilité des animaux et cette question va donc durer 2 cours consécutifs, ce cours et le cours suivant, et ces 2 cours faisant partie du module Comprendre. Alors tout d'abord, ce que nous avons vu dans les cours précédents, et notamment lors du précédent cours présenté par Marie-Christine Meunier-Salin, la réglementation dans le domaine du bien-être animal se déroule sur plusieurs échelles géographiques, à savoir donc une échelle européenne avec le Conseil de l'Europe et la Commission européenne qui est à l'origine des différentes directives consacrées au bien-être animal, qui sont déclinées ensuite en droit français, avec par l'intermédiaire du ministère de l'Agriculture. Et au niveau international, mondial, donc l'Organisation mondiale de la santé et la FAO. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la sensibilité des animaux, venant donc de l'anglais Animal Sentience, tel que c'est décliné dans les directives, et donc traduite en droit français, et notamment dans le Code civil depuis 2015, les animaux sont définis comme des êtres vivants doués de sensibilité. Le problème, c'est que le terme de sensibilité n'est pas défini par le législateur. Et nos rapports avec les animaux se résument souvent au contact que l'on peut avoir avec les animaux de compagnie. Or, une méconnaissance de la sensibilité des animaux de ferme peut entraîner des interprétations anthropomorphiques et lier à un certain nombre d'incompréhensions entre les différentes parties prenantes. C'est pourquoi il paraît nécessaire de mieux comprendre la sensibilité des animaux pour pouvoir appréhender scientifiquement leur bien-être. Ce que nous verrons dans le cours aujourd'hui, ce sont les 2 dimensions de la sensibilité des animaux. Tout d'abord, une dimension sensorielle, qui revient à la capacité à percevoir des sensations. Nous ferons un aperçu du monde sensoriel des animaux et de la diversité entre les espèces. Et puis la dimension psychologique de la sensibilité, c'est-à-dire la capacité à ressentir des émotions. Nous verrons qu'il est nécessaire d'accepter l'existence d'émotions chez les animaux par une analogie avec ce que l'on connaît chez l'homme. Et dans un deuxième temps, nous tenterons d'accéder au vécu émotionnel des animaux en tenant compte de leurs capacités cognitives. Alors, le sommaire se déroule en 2 parties, la partie dimension sensorielle, la perception, et une seconde partie, la dimension psychologique. Concernant la perception, je rappelle que, comme toute espèce animale, les animaux sont dotés de 5 sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Ces capacités sensorielles varient selon les espèces animales et elles interviennent dans la structuration de leur comportement social, dans la communication entre individus. Alors, comme exemple, l'ouïe, il faut savoir que les spectres auditifs sont très différents entre les espèces. Vous avez ici le champ auditif humain qui varie entre 20 Hz et 20 000 Hz. En dessous, donc, ce sont les infrasons et au-dessus de 20 000 Hz, les ultrasons qui sont inaudibles pour l'espèce humaine. Et vous voyez donc sur ce schéma que des espèces aussi variées que l'éléphant ou la taupe ont un spectre auditif qui est plutôt dans le domaine des infrasons. À l'inverse, le chat, le chien, qui ont une grande partie du spectre similaire à celui de l'homme, vont au-delà et ont des ultrasons qui vont jusqu'à 40 000 Hz pour le chien et encore plus fort pour les espèces telles que les dauphins ou les rats, les chauves-souris, qui ont une capacité à percevoir des ultrasons allant jusqu'à 160 000 Hz. Alors qu'en est-il des espèces d'élevage ? La poule, vous voyez, la poule qui donc a une capacité à percevoir des infrasons, alors que le mouton ou la vache, qui ont un spectre similaire à celui de l'homme jusqu'à 20 000 Hz, sont capables de percevoir des ultrasons allant de 35 000 à 40 000 Hz. En ce qui concerne la vision, on peut conclure d'emblée que les animaux de ferme voient grand, très grand.
En effet, leur capacité visuelle diffère de celle de l'homme, notamment par rapport à la position des yeux au niveau de la tête. Chez l'homme, vous voyez ici l'homme qui a une très bonne vision binoculaire, donc a une vision monoculaire très restreinte à 60 degrés, ce qui fait que son champ de vision total ne couvre que 180 degrés. Par contre, vous voyez sur la représentation avec le porc que l'animal qui a une vision binoculaire très restreinte a une vision monoculaire par contre très développée, plus de 260 degrés, ce qui lui donne un champ de vision de 310 degrés et encore plus chez la poule, son champ de vision étant 330 degrés avec un angle mort très faible de 30 degrés. Ce champ de vision très élargi donc, est une des caractéristiques des espèces d'élevage qui sont à l'origine, donc avant leur domestication, considérées comme des espèces proies et donc qui est une stratégie pour déceler les dangers potentiels. En ce qui concerne maintenant l'odorat, les animaux de ferme sentent fort, et même ils sentent très fort, ce que l'on peut dire. Effectivement, les mammifères domestiques ont des capacités olfactives extrêmement développées. Ce sont des animaux avec des bulbes olfactifs très développés. Et qui, alors que l'homme, lui, a un bulbe olfactif relativement peu développé, qu'on se considère comme microsmatique. Et comme le montre ce dessin, en fait, l'animal est capable de percevoir des informations à distance dans le temps et également dans l'espace, comme ici le fait de pouvoir relever l'information à partir de traces olfactives déposées par ses congénères. Alors chez nos espèces d'élevage, eh bien, cet odorat est très développé, puisque les animaux sont capables d'utiliser l'odorat pour explorer leur milieu de vie, comme il est représenté ici avec les cochons. Ils sont capables aussi de reconnaître socialement, voire même individuellement, comme ici dans le couple mère-jeune chez la chèvre, qui est capable de reconnaître l'odeur de son propre jeune, qui, lui, donc, se crée sa propre signature olfactive, et même, donc, permettre l'odorat contribue à rapprocher les partenaires sexuels ou les partenaires interspécifiques, comme vous est représenté ici, l'âne avec les ovins et l'homme. L'univers sensoriel de l'animal donc est complexe, comme vous pouvez le voir, et elle dépend de l'espèce animale, avec un premier niveau de filtre au niveau des organes sensoriels. On l'a vu sur l'ouïe, la vue, l'odorat, mais c'est la même chose pour le goût et le toucher. Et il faut savoir également un autre niveau donc de filtrage, d'intégration, au niveau cette fois-ci du cerveau, le cerveau qui est l'organe de nos émotions. Donc que ce soit au niveau du cortex avec les aires primaires sensorielles et les aires associatives, et puis les aires sous-corticales telles que l'amygdale ou le thalamus, différents niveaux d'intégration. On comprend que ceci permet de produire en fait chez l'animal une réponse adaptée à la complexité du milieu environnant, milieu changeant, et auquel il doit faire face continuellement. Donc il est indispensable de tenir compte des capacités sensorielles propres à chaque espèce, ceci pour pouvoir appréhender la manière dont un animal est capable de percevoir son environnement. Alors maintenant, sur la seconde partie, concernant la dimension psychologique, une rapide définition simple de l'émotion, qu'on considère généralement comme une réaction affective intense, fugace, qui est le terme, en réponse à un événement déclencheur. Comme ici représenté, on définit généralement une émotion par deux composantes expressives, une composante comportementale, la réaction en elle-même, qui vise à minimiser l'agent sollicitant, soit en s'approchant de l'objet convoité ou en l'évitant. Et puis une activation, une composante physiologique qui correspond à la préparation de l'organisme à donc une réponse motrice, représentée ici par une activité de la fréquence cardiaque. Et puis une troisième composante, qui est l'expérience subjective, c'est-à-dire l'expérience émotionnelle proprement dite, qui est représentée ici au sein du cerveau de ce mouton. Donc vous comprenez que pour étudier les émotions, c'est une approche psychologique qu'il faut engager, à savoir que l'expérience subjective d'un individu ne peut être qu'inférée à partir de ses propres réactions à la fois motrices, comportementales et physiologiques. Cependant,
l'absence de langage verbal chez les animaux non humains a rendu et rend toujours difficile, très difficile, le décryptage de leurs émotions. Aussi, est-il nécessaire de faire une approche des émotions par analogie avec ce que l'on connaît chez l'homme, notamment l'analogie des réponses comportementales, comme ici, donc une illustration extraite de l'ouvrage de Darwin en 1872 sur l'expression des émotions chez l'homme et les animaux. Et Darwin mettait très tôt en évidence ce parallèle qu'il y avait entre les expressions faciales de menace, par exemple entre le chimpanzé et l'homme, avec donc un retroussement des lèvres pour montrer les dents et un plissement des sourcils. Et représenté à gauche, donc, une critique de Darwin à l'époque où on lui reprochait déjà de faire un rapprochement trop rapide avec les autres espèces animales. Et ce que l'on peut voir sur ces illustrations, donc avec la chèvre ici qui est caressée ou la vache ici qui se brosse avec une brosse automatique en stabulation, donc il est là aussi très facile de faire le rapprochement avec les expressions faciales telles qu'on l'observe chez l'homme dans une situation donc de plaisir. À côté de ces réponses comportementales, il y a aussi une analogie des réponses physiologiques. Il faut savoir que dans les réactions de stress, par exemple, on retrouve les mêmes systèmes nerveux impliqués que l'on connaît chez l'homme, à savoir le système neurovégétatif qui produit des catécholamines en situation d'alerte, et puis un système plus lent, mais plus durable, le système neuroendocrinien, qui va produire au final des glucocorticoïdes, tel qu'il vous est représenté sur ce schéma de la glande surrénale, donc cette glande qui est donc près du rein et qui produit en corticosurrénal, c'est-à-dire à la périphérie de la glande, ces fameux glucocorticoïdes qui vont finalement permettre à l'organisme de s'adapter à une situation alarmante. Et puis au niveau médullo-surrénal, au centre de la surrénale, donc une production de catécholamines au travers notamment de l'adrénaline qui intervient dans les situations donc à forte charge émotionnelle. Enfin, analogie également au niveau du cerveau. Je rappelle le cerveau étant l'organe de nos émotions. Donc une analogie anatomique. Je ne prends pas d'illustration, mais on retrouve les mêmes structures corticales et subcorticales. Et puis également donc une analogie fonctionnelle au niveau du cerveau, ce sont les mêmes circuits neuronaux que l'on retrouve chez l'homme et chez les animaux. Ceci nous amène ce faisceau de convergence nous amène à pouvoir avancer de manière solide le fait qu'il existe bien des émotions chez les animaux, comme il vous est représenté sur cette illustration. Néanmoins, je tiens à souligner que l'inférence à partir des réactions comportementales et physiologiques des animaux reste relativement insuffisante pour appréhender sereinement les expériences émotionnelles des animaux. Il faut savoir les limites du raisonnement par analogie avec l'homme et aller plus loin dans la démarche. Vous est représenté ici, en fait, cette difficulté, puisque d'un côté, on a des expressions d'animaux donc en situation d'immobilisation, comme l'immobilité tonique chez la caille à gauche, ou l'émoussement ou la posture d'apathie chez le chien, donc en chenil, qui vous est représenté ici. Et à l'inverse, des réactions beaucoup plus actives, comme ce zèbre en train de fuir, ou les éléphants en train de charger, ou la menace que ce chat peut donc exprimer ici. Dans tous les cas de figure, que ce soit des réactions d'apathie ou des réactions actives de fuite ou d'attaque, eh bien on va parler de peur. Mais vous voyez, la difficulté dans ce cas-là, c'est de savoir quel est en fait le gradient de peur que l'on peut consacrer à ces animaux selon les différentes expressions comportementales. Donc difficile de rester à l'analogie avec l'homme et il devient nécessaire de disposer d'une approche plus intégrative pour pouvoir appréhender de manière plus objective les émotions chez les animaux.
À ce niveau, il est important de s'intéresser aux capacités cognitives que présentent ces animaux pour pouvoir accéder à leur vécu émotionnel. Et je citerai les travaux pionniers de Mason à partir de 1971, qui, en travaillant sur les singes, s'intéressait donc aux réactions de frustration. Et il exposait des singes affamés à un congénère qui pouvait donc satisfaire sa faim, avec ici représenté une banane. Et il y avait deux groupes de singes ici, tous affamés, dont, face à cet animal qui pouvait donc exprimer son comportement alimentaire. Dans un cas, par contre, certains animaux disposaient de pellettes non nutritives, qui représentées ici par les petits symboles, et donc qui n'avaient pas de valeur physiologique en soi, mais qui pouvaient permettre à l'animal de pouvoir avoir un comportement alimentaire comme dans une situation normale. Il a relevé au niveau de la salive la concentration de cortisol comme étant, comme je le disais précédemment, une expression d'un état émotionnel fort de frustration. Et vous voyez que dans le cas où l'animal dispose de pellettes non nutritives et qui peut exprimer ce comportement alimentaire, il n'y a pas d'élévation de concentration de cortisol, synonyme finalement d'absence d'émotion particulière. On peut conclure, grâce à ces travaux pionniers, que la frustration n'est pas une réponse réflexe comme vous pouvez l'imaginer, mais elle dépend bien de la manière dont l'individu va se représenter la situation. Et c'est ce processus cognitif de représentation mentale qui est à l'origine de l'émotion que l'animal peut ressentir dans le cas des singes dans le groupe du haut. Aussi est-il intéressant de se rapprocher de la psychologie humaine qui ont identifié les processus cognitifs qui sont responsables des émotions chez l'homme. En effet, une émotion dépend de la manière dont l'individu évalue la situation déclenchante. Et les psychologues rajoutent une quatrième composante, la composante évaluation, pour définir une émotion. Cette évaluation déclenchant l'expérience émotionnelle proprement dite. Et Scherrer et ses élèves donc, se sont investis à montrer que cette évaluation, ces processus d'évaluation se réalisent selon un nombre limité de critères élémentaires, simples, allant de l'évaluation de la soudaineté et de la familiarité de l'environnement, à savoir si l'environnement correspond ou non aux attentes que l'individu pouvait formuler, voire même à sa capacité de contrôler ou non la situation dans laquelle il est exposé. Eh bien, tous ces critères élémentaires concourent à évaluer et à produire une émotion selon l'issue finalement de cette évaluation qui va déterminer la nature même de l'émotion. Qu'en est-il de la pertinence de ces critères simples d'évaluation chez les animaux? À titre d'exemple, je m'intéresse ici aux critères de correspondance aux attentes chez le mouton, notamment donc avec une première phase où on apprend à l'individu à passer sa tête à travers une lucarne pour déclencher une distribution d'une quantité fixe d'aliments qui vous est représentée ici. Donc on répète cette situation de façon à ce que l'animal ait bien associé le geste à la distribution alimentaire. Et dans une deuxième étape, une partie des animaux reçoivent 4 fois moins de concentré que pour le groupe contrôle. Donc ils reçoivent toujours de l'aliment, mais en quantité infime. Et on s'aperçoit que dans ce cas-là, on a une augmentation de la fréquence des bêlements, une augmentation de l'activité locomotrice chez ces animaux, une fréquence cardiaque qui est exacerbée, synonyme dans tous les cas d'une frustration chez les animaux, alors qu'ils reçoivent quand même de l'aliment, mais en quantité diminuée. Cela montre bien que les animaux sont capables de construire des attentes, qu'ils s'engagent dans une action pour obtenir quelque chose de bien précis, et qu'à partir du moment où la situation, ici la récompense, ne correspond plus à la quantité de récompense que l'animal attend, eh bien ce contraste négatif va déclencher des réactions de frustration. Donc cette illustration montre bien que les animaux évaluent leur environnement en fonction du nombre réduit de critères élémentaires. Et
On s'est intéressé aux critères de correspondance aux attentes, mais différents travaux ont montré par ailleurs que les critères de soudaineté, de prévisibilité, de capacité à contrôler la situation interviennent également chez nos animaux pour moduler les réponses émotionnelles que l'on peut mesurer. Donc les mêmes critères existent chez les animaux et ceci nous donne un élément, un outil indispensable pour évaluer leurs émotions. À partir de la combinaison des critères, on peut être capable d'avancer, de suggérer que les animaux sont doués d'émotions telles que la peur, la colère, la détresse, voire la rage et l'ennui, ou des émotions positives comme la joie ou la fierté. Donc, en conclusion, ce que je souhaiterais que vous puissiez retenir, c'est qu'en fait, la sensibilité, cette fois-ci sensorielle de l'animal, dépend de son espèce et qu'il est indispensable de définir le monde sensoriel de l'animal pour éviter une vision anthropomorphique de son comportement. Et qu'à côté de cette sensibilité sensorielle, la sensibilité émotionnelle, on a vu que ce n'était pas une réponse réflexe, qu'on n'avait pas de réponse réflexe, que les émotions dépendaient de la manière dont l'animal évalue son environnement. On peut dire également que l'animal évalue son environnement selon ses besoins, ses préférences, ses attentes même, et le niveau de contrôle qu'il peut exercer sur la situation en elle-même. Et le résultat de cette évaluation va déterminer l'émotion qu'il va ressentir. Ainsi, au travers de cette démarche expérimentale, scientifique, il est capable de dire et de déclarer que les animaux sont capables de ressentir, les animaux de ferme sont capables de ressentir des émotions de type négatif, comme la peur ou la frustration, la douleur, l'anxiété, mais également aussi des émotions positives, comme la joie et le plaisir. Donc nous verrons dans le cours suivant la seconde partie de cette question qui traite de la sensibilité animale, et je vous remercie de votre attention.